Plongeons les gens, les coulisses du monde des jeux société, avec la création d'une maison d'édition par un auteur de jeu. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Théo Rivière. Bonjour Théo. Salut, comment tu vas? Impeccable. Un peu stressé, j'avoue. C'est une interview, donc c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis pas habitué à faire ça, mais je trouve ça intéressant. Je te remercie déjà beaucoup d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps. Avec plaisir. Je précise quand même que l'interview n'est pas sponsorisée du tout. C'est-à-dire que c'est moi qui ai demandé à Théo qu'on parle de l'émission d'édition Spirale. Vous allez voir pourquoi. Mais je ne reçois pas de boîte, je ne reçois pas d'argent. Les lingots d'or, éventuellement, je vais bien les recevoir s'il y a besoin. Les conditions, on fait ça à distance. C'est-à-dire qu'il est chez lui et moi chez moi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de coupure internet, etc. Donc je vais juste vous présenter pourquoi en fait j'interroge Théo. C'est à cause d'un tweet, c'est de sa faute. Déjà, ça c'est bien. C'est à cause de ça. Voilà, je vous le mets à l'écran. Je suis abonné au Twitter de Théo Rivière et là il y a eu un message donc, qui date de mars de cette année où en fait j'apprends que Théo Rivière a un lien avec Spiral Edition. Et j'avoue que Spiral Edition j'ai connu un peu parce que j'ai joué à District Noir et je ne voyais pas le lien. Donc j'ai posé la question via Twitter à Théo qui m'a gentiment répondu. Et donc là le but c'est d'en savoir un peu plus. Yes. Donc on va parler un peu de Théo Rivière quand même parce que c'est quand même un des auteurs français qui est à temps plein. C'est ça, t'es à temps plein en tant qu'auteur de jeu? Ouais, tout à fait. Je suis auteur à temps plein depuis. C'est ma 6e année, si je dis pas de bêtises. J'ai co-créé la team Kaedama au moment où je suis parti de mon précédent boulot aussi, donc ça m'a porté et rémunéré au départ. Mais je vis vraiment principalement de mes droits d'auteur depuis 3 ans maintenant. Alors Théo Rivière, il est un petit peu connu, on va sur la page de MyLudo. Il y a quelques jeux, alors là c'est une triche, hein. Il y a 100 jeux, donc là vous dites ça fait beaucoup. Ouais, on va juste mettre les jeux de base parce que fatalement, quand il y a des jeux qui marchent, on fait des extensions. Et c'est quand même tombé à 64 jeux, alors je sais pas si c'est exhaustif, mais ça fait quand même quelques jeux connus. Et malheureusement, j'ai pas trouvé mon jeu Théo Rivière moi. Parce qu'en fait, je fais partie des gens qui sont hyper critiques. J'ai joué à beaucoup de tes jeux, j'ai joué à plusieurs de tes jeux, mais j'ai pas encore le flash. Donc je suis même pas intéressé dans l'absolu parce que j'ai encore aucun de tes jeux. J'ai presque honte de t'interviewer dans ma ludothèque personnelle. Bon, il n'y a pas de stress pour ça, hein. Vraiment, aucun problème. Mais voilà, donc il y a pas mal de jeux, dont des jeux enfants depuis quelques temps. Ouais. Et ce que je trouve cool. Alors, pourquoi est-ce que je suis crédité sur ce Sur quoi? Anafuda Koi Koi? Là, je découvre que sur MyLudo, je pense que c'est une erreur parce que j'ai. Ouais, si tu descends un tout petit peu, Ouais. il y a le Anafuda Koi Koi en 2023. J'ai donné un coup de main à Eduardo Baraf, qui est l'éditeur. J'ai relu, j'ai regardé les cartes, mais je suis loin d'être auteur du jeu. C'est un jeu traditionnel et j'ai pas apporté grand Et chose. ben on leur dira, je leur dirai à MyLudo, je mettrai un petit message. C'est chaud pour être l'auteur de l'Anafuda, c'est un excellent jeu, mais Ah ouais. on va pas mentir. Bah ça fait, vu que c'est collaboratif, je crois, à MyLudo, c'est possible qu'il y ait quelques petits couacs. Ah, mais ouais, j'ouvre la boîte qui était sur mon bureau et je vois effectivement que je suis dans les crédits en Ah remerciements spéciaux. C'est gentil. bah voilà, comme quoi. Ça fait pas de moi l'auteur, mais effectivement, c'était gentil de me mettre dans les remerciements. C'est chouette. T'as aussi, on va dire, parce que ça commence à faire star un peu, hein. Enfin, moi je trouve ça. La page Wikipédia. Ouais, Alors, avec la photo qui va bien. Et ça, je trouve que. Elle est classe, elle est classe. je dois confesser que c'est moi qui ai mis la photo. Alors, justement, c'est ce que j'ai vu. J'ai dit, tiens, c'est bien la photo. Donc, je vais voir dans l'historique pour ceux qui savent. Et on a des trucs. Alors, je sais pas si vous savez, mais sur Wikipédia, les gens qui font des modifications, soit ils ont une page, soit ils en ont pas. S'ils n'ont pas de page, ils sortent en rouge. Et quand on regarde, il y a des pseudos qu'on peut connaître. Donc, je pense que ça sent Toulouse. Ouais, clairement, c'est Simon Murat. Ouais, voilà. Et on a un autre pseudo en rouge qui est là. Ouais, je mets à jour. Mais t'as En fait, j'ai raison. ponctuellement soit mis à jour la ludographie, soit corrigé des erreurs. Il y a eu un moment où il y avait le fait que Sea of Clouds avait été nommé aux As d'or et c'est revenu plusieurs fois et à chaque fois je l'ai corrigé. Je peux être crédité sur quelques autres pages Wikipédia parce que c'était un projet à un moment. J'ai créé quelques pages d'autrices de jeux et j'ai aussi fait quelques mises à jour, notamment sur la page de Ludovic Maublanc où j'essayais de mettre à jour sa ludographie. Alors, on va regarder. En cliquant là, en fait, on a l'info de. Je vais pas créer le code. Je crois qu'il y avait un truc pour pouvoir voir ce qu'il avait fait, je crois. Pas contribution Contribution du. d'utilisateur, Voilà, c'est ça. Et là, on voit, voilà, justement, Théo Rivière, Ludovic Maublanc. Ah, j'ai corrigé une coquille sur Martin Wittberg il y a pas longtemps. Marie Fort, oui, il y a du monde, il y a du monde. J'essaie effectivement, quand je vois passer des trucs, j'aime bien Wikipédia, moi, Ah, dans moi l'idée aussi. d'un projet coopératif et c'est assez beau dans le message. Je sais que souvent les gens, il est de bon ton de critiquer Wikipédia parce que c'est pas toujours parfait, mais le projet est si beau que j'avoue, quand je vois des choses, j'essaye de modifier quelques petits trucs, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, donc, on a un auteur de jeu français. Tout à fait. Par contre, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu fais en Belgique? J'ai déménagé il y a quelques années parce que j'ai travaillé pendant 2 ans pour Reproduction, qui est basée à Bruxelles. Et donc j'ai déménagé avec Elodie, mon épouse, pour le taf. Et après que je sois parti de Reproduction, tous les deux on s'est dit, bah en fait Bruxelles c'est une ville qui nous plaît de ouf, on n'a pas envie de bouger. Vous avez bien raison.
il y avait aussi un peu une flemme de, de refaire beaucoup d'administratifs. Ouais, puis quand tu te plais, il n'y a pas de raison. Donc Elodie, c'est la co-autrice de Maison des Souris avec toi, c'est ça? Tout à fait, de Hataton, les deux jeux qu'on a fait ensemble. D'accord. Le but, c'est pas de faire ta bio non plus, hein, parce que je pense que. Ouais, Je vais juste revenir sur deux, trois choses. Alors, moi, je te suis plus pour la partie sur Twitch aussi, parce que tu as ta chaîne Twitch. Est-ce que je l'ai mise? Oui. tout à fait. J'ai essayé de mettre mes raccourcis. Avec, tu fais à peu près, quand, entre guillemets, quand tu es disponible, tu fais deux, trois vidéos par semaine? Ouais, je fais dans l'idée, je fais une matinale le mardi et le jeudi. Oui. Un peu moins cette année parce que j'ai un peu moins le temps. Et je fais prototype, c'est un format une Voilà. fois par mois où je découvre et débriefe des prototypes d'auteurs et d'autrices qui me les envoient pour qu'on en discute en live. Donc c'est celle-là que moi je suis assidûment. Et donc tu as parlé de pas mal de choses, et notamment que dans différentes interviews qu'il y a eu, alors si vous cherchez des interviews, par exemple vous allez vous amuser, vous allez chez Proxy Jeux notamment, ça c'est mes anciens copains, ils sont toujours copains, mais où j'ai travaillé un peu, j'ai participé un peu à Proxy Jeux, il y a des interviews de Théo Rivière, donc je pense que si vous voulez en savoir plus, allez là-bas. Il devrait y avoir une fiche 2023 qui devrait pas tarder à sortir. Ah, il y a eu l'interview lors du fiche de l'air. Cette année, ouais, tout à fait. Et donc, dans toutes les interviews que j'ai suivies, tu parlais que tu avais travaillé justement en chef de projet pour certaines maisons d'édition. Tout à fait. Et donc, moi, ce qui me titille, c'est pourquoi un auteur de jeu qui est à temps plein, parce que tu étais à temps plein avant de lancer Spiral Edition, Ouais. qui a travaillé dans les mondes, dans les entreprises d'édition, dans les boîtes d'édition, pourquoi en fait tu vas t'embêter à créer ta propre entreprise d'édition? Il y a deux trucs. Il y en a un que tu évoques un peu en sous-texte, mais j'ai fait de la gestion de projet pour Yellow et pour Production, pour Yoka Baitsume, et c'est un truc que j'ai vraiment adoré. Travailler sur les jeux des autres, réfléchir au développement, travailler sur un peu de direction artistique, de gestion de projet, de contact avec les usines, tout ça, c'est des trucs que j'ai vraiment apprécié faire, et que t'as pas du tout quand t'es auteur ou autrice, parce que c'est la maison d'édition qui gère ça, donc j'avais perdu un peu ce plaisir-là, et ça faisait pas un bout de temps, mais j'y réfléchissais de temps en temps en me disant, en fait, j'aimerais bien retrouver ce plaisir-là, il me manque un peu, comment est-ce que je pourrais l'avoir de nouveau? Et la deuxième, elle est plus classique et en même temps un peu cheesy, mais c'est, on est 4 dans Spiral Edition, on est 4 très très bons amis, On va les montrer. et clairement, ça venait d'une volonté, c'était faire un truc avec les copains, en fait, il y avait vraiment de ça, quoi. Ça veut dire que donc là on a Guillaume. Alors vous allez sur leur Tout à site, fait. hein, vous avez un petit bio pour chacun. Donc là c'est là que t'en reparles, je crois. Je sais plus, ouais, je sais plus s'il y a quand on clique dessus. Moi, tu vois, on met, je vois qu'il y a marqué. Alors, le site bugouille un peu, il n'est pas encore parfaitement en ligne. Là, j'ai découvert au moment où tu as commencé à m'interviewer Ouais, qu'il y avait une version qui était disponible, mais c'est encore du work in progress. ouais. Mais tu vois, ça commence par Spiral Edition est une nouvelle maison d'édition de jeux de société, nous sous l'impulsion de 4 amis Oui. qui se sont connus grâce au jeu. Il y a vraiment de ça. Et donc là ça veut dire que on a Yannick là. Tout à fait. Qui est au Japon. Alors pour ceux qui le connaissent de Proxy Jeux, son pseudo c'était Isobretnik, donc si vous voulez voir comment il faisait ses interviews et tout ça. Donc là, c'est 4 entre mes potes, vous avez chacun un peu un rôle, d'après ce qui est marqué, parce qu'il y en a un qui est... Alors attends, je vais remettre la page d'avant, parce que c'était mieux à l'écran, je trouvais. Voilà. Donc lui, c'est spécialiste Excel apparemment, d'après ce que vous avez Ouais, mis. tout à fait. Guillaume a vraiment une belle connaissance de ces outils-là. Il peut nous faire des simulations de budget, de choses ce que moi je fais pas du tout, par exemple. Ok, donc lui, on va dire c'est le gestionnaire, entre guillemets. Ouais, il a cet aspect un peu là, connaissance technique, administratif, ce genre de choses. Après, on a Mathias, donc, qui est connu aussi, hein, il apparaît, il fait des interviews, puis notamment sur Spiral Edition, on le voit plusieurs fois apparaître. Ouais, c'est souvent Mathias qu'on voit, c'est celui qui est le plus impliqué, si je peux le résumer comme ça, mais c'est Mathias qui donne le plus de son temps à Spiral. Et c'est aussi celui qu'on a tendance à voir le plus parce Oui. que il parle bien, il est beau, il est sympa. Donc, si on doit envoyer quelqu'un sur le front pour faire une interview, généralement c'est Mathias. Bon, Théo, c'est celui qu'on entend. C'est moi. Voilà. Et Yannick, lui, en fait, il a fait un peu de sourcing, je pense. C'était fait, sa il y a de ça, ouais. spécialité, entre guillemets. Et là, j'ai appris en regardant le site, parce que j'avais pas creusé plus que ça, parce qu'en fait, quand on va parler quand même du jeu, le premier jeu, hein, District Noir, rapidement, que vous avez sorti. Et mine de rien, il est sorti, il a été quand même nommé à l'As d'Or. Tout à fait. Donc, premier jeu nommé à l'As d'Or, c'est quand même assez classe. C'était assez fou, ouais. J'avoue on était vraiment très 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 contents, assez surpris aussi. Et puis ça a continué à faire en sorte que ça soit une encore plus belle aventure. Donc c'est pour ça qu'on reboucle sur le fameux tweet où en fait moi je découvre que Théo il retweet le tweet de Spiral Edition et Ouais. je vois sa tête et je me dis bon peut-être qu'il a tweeté par rapport à ses potes parce que des fois en fait tu fais des tweets où tu es dans tu été voir des copains machin sur un salon et là en fait c'est la team était complète, c'est la famille et là je me dis qu'est-ce que c'est cette histoire
Et c'est là que j'ai creusé et vu que en fait, bah, t'étais de l'autre côté de la barrière, entre guillemets. Tout à fait. Donc toi, tu t'occupes chez Spiral t'es plus, on va dire, c'est la personne qui fait la conduite de projet de ce que tu faisais avant? Bon, un peu, mais après, on est à la fois, moi, quand on se lance dans l'aventure Spiral, le but, c'est vraiment pas que ça prenne la place de toutes les autres activités que je peux faire. Donc, au global, je suis vraiment loin d'être à temps plein ou à mi-temps sur le projet. Vraiment, ça m'occupe 10-20% de ton à temps? peine. Non, en Ah vrai, ouais, ça doit m'occuper d'accord. entre 2 et 5 heures par semaine, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Avec des gros pics, parce qu'en fait, l'idée, c'est que les grosses décisions sont forcément prises à 4. Si on décide d'éditer un nouveau jeu, si on doit choisir un illustrateur ou une illustratrice, les gros choix de design sont toujours pris tous les 4. Mais sur le reste, moi, je vais pas forcément être impliqué sur toute la petite prise de décision. Et au global, ouais, j'avais déjà pas beaucoup de temps, un peu trop de projets sur ma casquette d'auteur. Donc l'idée, c'était clairement pas que ça devienne un job supplémentaire à mi-temps. Là où j'ai une petite spécialité, c'est que j'ai plus d'expérience que les 3 autres amis sur le développement et sur le game design. Par exemple, sur notre deuxième jeu, on avait un besoin de développement un peu plus fort, là où District Noir était presque... parfait, c'est pas le bon mot, parce que c'est pas à nous de juger, mais en tout cas, il n'y avait pas de développement à faire en termes de mécanique. Ouais. Le deuxième demandait plus de boulot, et donc on a fait des journées de développement avec Mathias pour réussir à l'amener un peu plus loin. Voilà, de District Noir sur BGA, parce que tu avais des photos de proto, c'est ça? Non, ça c'est même la version japonaise. La version japonaise directement? Ok. Que les deux auteurs l'avaient sorti dans un premier temps sur une version à eux en fait. Donc entre guillemets, c'est une localisation que vous avez fait? C'est une localisation, ouais, tout à fait, avec Avec refonte un peu des visuels, parce que le visuel de District Noir, on va dire, il est totalement différent chez nous. et puis une localisation un peu particulière puisqu'on est vraiment sur cette logique de qu'ils appellent le doujin au Japon, qui est la pratique un peu amatrice de la création de jeux de société, où Naoshi Shimamura et Nobutake Dogen, les deux auteurs, avaient fait une première édition qui a dû sortir, je pense je sais pas, à 3 ou 500 exemplaires, principalement pour le Tokyo Game Market, donc qui est le festival des jeux de Tokyo, où il y a un truc un peu habituel là-bas de les auteurs et les autrices prennent une table, autoproduisent leur jeu et essayent de le vendre sur des tout petits tirages. Iso Bretnik, il en parlait pas mal dans Proxy Jeux, justement, de cette histoire de vraiment, le Japon, ils ont une culture de proto, limite pas de proto, mais de jeux, en vrai, comme tu dis, en 300 ou 400 exemplaires. Ouais, tout à fait. Il y a quelques pépites qui nous sont arrivées. Le premier, je pense, c'est Love Letter de Seiji Kanai, qui est arrivé par cet intermédiaire-là, qui forcément a donné un focus parce que le jeu était excellent et qu'il a très très bien fonctionné pour pas mal de maisons d'édition. Et donc maintenant, pas mal de gens envoient des sourceurs et des sourceuses pour essayer de trouver des nouveaux jeux à localiser. Ça a été le cas de Imagine chez Cocktail Games. Ouais, il y a Yannick qui en a pas mal sourcé, je crois, pour Cocktail Game. Il est passé par le Tokyo Game Market, mais City, Time Bomb. il y a pas mal de jeux qui sont arrivés chez pas mal de maisons d'édition en passant par là, et donc dans un premier temps, ce micro-tirage, ce côté toute petite édition, puis après quelque chose avec peut-être un peu plus d'ambition qui arrive par une maison d'édition plus classique. Et donc là, vous avez sur District Noir fait que entre guillemets, les illustrations et puis les cartes, ou est-ce que vous avez redéveloppé? Non, on n'a rien changé en termes de règles. Ok. On s'est un peu penché dessus, notamment on avait un moment une volonté de se dire est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de transformer District Noir, qui est un jeu purement pour 2 personnes, Oui. en un jeu pour 2 et 4 en équipe. On a testé quelques trucs, tout était pas bien en fait, mais c'était un peu moyennasse, donc on s'est dit on veut pas faire une version moyennasse d'un truc qui est déjà bien, donc au final on n'a rien changé en termes de game design, rien du tout. Toi qui as l'historique justement dans les maisons d'édition et puis en tant qu'auteur de jeu, vous n'avez pas eu peur de lancer un jeu à deux? Parce qu'on est d'accord que c'est sur on va dire le monde des jeux société, c'est un peu une niche au sens large. Ouais. Et là vous êtes encore sur une niche d'une niche, même si maintenant ça se développe plus qu'il y a peut-être 10 ans, les jeux à deux. Mais je trouve ça assez couillu, pour bien parler français, de lancer un jeu à deux pour son premier jeu. C'était pas hyper réfléchi. D'accord. C'est-à-dire que nous, vraiment, on s'est dit, on a monté la structure, après on s'est dit, maintenant il faut qu'on trouve un jeu. Ah oui, ça s'est fait à la structure, c'est ce que je voulais poser comme question. C'est la structure, c'était faite avant District Noir? Tout à fait, on a monté la structure, puis on a cherché un premier jeu. D'accord. Et à un moment, en fait, moi j'avais beaucoup joué à la version japonaise, Prenez No Grail, que j'avais ramené du Japon. Yannick aussi, forcément. Et donc, à un moment, en discutant, on s'est dit, mais en fait, ça c'est toujours disponible, parce que c'était hyper bien. Moi j'adore ce jeu. J'avais dû vraiment faire je pense au moins une trentaine de parties sans vocation à l'éditer, quoi. J'étais même pas éditeur, c'était même pas un projet dans ma tête, c'était juste, j'adorais le jeu et j'y jouais. Pour l'anecdote, je l'avais même amené à un festival d'Essen dans mon sac, en me disant, en fait, je vais le montrer un peu aux maisons d'édition que je connais, non pas dans l'espoir de gagner quoi que ce soit, ou que sais-je, mais plus parce que j'adore ce jeu, j'ai envie que des gens le fassent, en fait, quoi. Et j'avais trouvé plutôt des portes closes pour les raisons que t'évoques. Le jeu à deux, c'est un peu niche. Et donc, nous, on s'est juste dit, en fait, c'est un jeu qui fait consensus sur nous quatre, on l'adore, on s'éclate à y jouer, on l'aime tous bien. Ok, on va le faire, quoi. On n'a pas spécialement fait un grand plan de bataille ou une grande analyse de marché, on s'est juste dit, super, on l'aime bien, on a envie de l'éditer,
vas-y, on fonce et puis on verra ce que ça donne après. Là, il y a quand même un changement visuel. Si on switch entre les deux images, on voit bien quand même qu'on. Ouais, c'est 2 salles, 2 ambiances là pour le coup, vraiment. Ouais. Voilà. Et puis en plus, vous avez fait un vrai choix en plus visuel Ouais. par l'illustrateur, puisque c'est Vincent Rocher. Ouais. Il y a quand même une vraie orientation artistique. Je pense qu'il a aussi aidé le jeu. Oui. D'après ce que j'ai lu sur Twitter et que les commentaires de ce que disent les gens. C'était une volonté de là par contre un peu plus réfléchie. À la fois, la rencontre avec Vincent s'est faite de manière rigolote parce que son enfant était à la même crèche que l'enfant de Mathias. Donc ils se sont rencontrés comme ça en discutant un peu de. Ah, génial. On sympathise de. Tu vois, t'attends pour récupérer les gamins et tu discutes un peu. Et puis, en fait, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis illustrateur, je suis éditeur de jeux. Ah, trop bien, j'adorerais faire un jeu. Ok, discutons-en. C'est son premier jeu, hein, Vincent? D'après MyLudo. C'est son premier jeu d'auteur, on va dire. Je crois qu'il avait déjà bossé sur un Memory ou un truc de cet acabit, mais qui n'avait pas vocation de toucher le marché du jeu, quoi. C'était vraiment plus un produit dans cette idée de faire un joli truc, mais je pense que c'est son premier jeu d'auteur, ouais, tout à fait. Par contre, on s'est dit, tiens, sur le jeu à deux, un des trucs qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, c'est que c'est des jeux qui touchent un public poil différent tout de même. Alors, les amateurs et les amatrices de jeux ont tendance à se tourner vers le jeu à deux, hein, on va pas dire le contraire, mais ça peut toucher aussi les couples qui rentrent en boutique de jeux et qui se disent, tiens, on aimerait bien jouer tous les deux. Ça peut être un bon truc de date de plus en plus. J'ai un pote qui, je sais, ramène souvent un jeu à deux quand il doit draguer et ça marche bien. Donc il y a vraiment un truc de ça a un peu évolué sur ça. Ah, pas mal. Et donc quand on a dû réfléchir, on a vraiment conceptualisé le côté de, en fait, on veut un truc qui fasse un peu mature, un peu élégant dans son design, pour que justement il y ait ce côté de, si je le ramène à un date, ça fait pas trop loser, et aussi ça fait un truc un bel objet, quelque chose que tu peux avoir envie de mettre dans une bibliothèque ou dans une bibliothèque un peu en avant parce que c'est joli. Là, je vois sur BGA, vous avez réussi à le faire localiser par d'autres pays? Ouais, tout à fait. Là, j'ai pas le détail exactement, mais on doit être entre 8 et 10 pays différents là en localisation, en cours de localisation. Donc le jeu fonctionne vraiment très bien. On est assez ravis. Ouais. Ah, c'est cool, je suis content pour vous. Justement, tu parlais tout à l'heure, je reviens dessus, parce que ça me titille aussi. T'as la team Kadama. Ouais, tout à Donc fait. là, on a la crème, hein. Théo Rivière, on a Corentin Lebras, Tout à fait. il y a Ludovic Maublanc et Antoine Boza. C'est ça. Tous ceux qui nous suivent, qui vont regarder les vidéos, je pense, sont au courant et les noms devraient leur parler. Et donc ça, c'est un groupement on va dire, c'est une entreprise, c'est ça, hein, je pense, où vous êtes 4 et vous vous occupez de 2 choses, je crois, et puis tu me corriges, soit d'éditer éventuellement des jeux avec vos 4 noms sur la boîte, soit de faire de la gestion de projet pour d'autres maisons d'édition. C'est à peu près ça. C'est plutôt, nous on édite jamais rien, on est jamais éditeur, on édite rien, mais on peut réaliser des jeux de commande. Donc c'est vraiment à partir d'une volonté. Là, on avait sur notre compte Twitter Dead Cells, c'est le Scorpion masqué qui nous demande de travailler sur un jeu typé roguelite, et à partir de là, et un peu plus tard avec la licence Dead Cells, nous on avance sur le jeu. Donc dès le départ, on sait que c'est le Scorpion masqué qui va l'éditer. Ok. Mais... Néanmoins, nous on travaille à partir de leur cahier des charges et de leurs contraintes pour réaliser le meilleur jeu possible. Et après, ils s'occupent de l'édition. Ma question, c'est comment dans ta tête, t'arrives à séparer ta partie auteur de jeu, la team Kadama qui est en fait du développement de jeu, ça te va si je résume ça comme ça? Ouais, c'est assez bien résumé. Et derrière, Spiral Edition. C'est-à-dire qu'à un moment, t'arrives pas à te dire, alors ça, je vais plutôt le faire avec la team Kadama, ça, je vais le faire avec Spiral, ou pour toi, c'est assez clair. Je dis pas que t'es schizophrène, hein, mais du tout, mais je trouve ça intéressant. Non, l'avantage c'est que le champ de ce qu'on fait avec les trois, même si je peux avoir une structure, mais avec les trois structures est assez clair pour nous tous. Il y a un côté de si c'est une commande, c'est la team Kaedama qui s'occupe du développement et de la création. Ok. On pourrait presque envisager, alors c'est pas le cas et je sais pas si on le fera parce que ça serait bizarre, mais que Spiral Edition passe une commande à la team Kaedama. Oui, voilà, c'est ça. Ça serait un peu bizarre, mais... Ça pourrait presque exister. Bon, ça serait un peu chelou, je sais pas si ça me plairait beaucoup. Je suis assez même sûr que ça me plairait pas. Mais dans l'absolu, ça pourrait exister. Spiral, on est sur une structure une maison d'édition plus classique dans son approche. On va sourcer des prototypes de jeux, on va essayer de les trouver. Puis à partir de là, on va les éditer en fait. Et moi, en tant qu'auteur, je suis sur de la création ex nihilo à partir d'idées. Et à ce moment-là, je vais vraiment proposer à des maisons d'édition d'éditer le jeu. Et pour l'instant, j'ai fait le choix pour plein de petites raisons de pas les proposer à Spiral Edition, par exemple. Spiral, c'est multinational hein, comme entreprise. Ouais. Entre un qui est en Belgique, un qui est en France et un qui est au Japon. Ouais, d'une certaine manière, un peu, ouais, tout à fait. Hein, ça le fait. Hein. On est que des Français plus ou moins vivant là où ils sont nés, mais on est à plusieurs endroits du monde. Ce qui est pas toujours facile pour les réus d'ailleurs. France-Belgique ça va, mais France-Japon il faut des fois un peu se coordonner. Ouais, parce que je me souviens des interviews de Proxy Jeux ou des émissions avec Isobritnik, Yannick, c'était compliqué de caler les horaires, puisqu'en fait ils ont pas mal d'heures de décalage. Ouais. Donc voilà, fallait. C'est plus ça, c'est vrai qu'avec la Belgique ça va.
Normalement. Oui, normalement ça va, on arrive à se coordonner. Au niveau du distributeur de spirales, c'est BlackRock. Tout à fait, c'est BlackRock Games. C'est pareil, ça, vous avez eu des difficultés pour choisir ou ça s'est fait avec la relation au sens noble du terme, c'est-à-dire que tu les connais et puis tu fais ça avec eux ou vous avez à un moment fait une réunion de 3 jours pour dire alors quel distributeur on prend, etc. Ça a été réfléchi. On les a rencontrés, donc pas moi directement, parce qu'on les avait rencontrés pendant le festival de Cannes. Donc c'est Mathias et Guillaume qui s'en étaient chargés. Après, ils connaissaient un peu, pas Guillaume, mais Mathias, il le connaissait pas parfaitement bien, mais un peu. Et donc ils les ont rencontrés et puis ils ont discuté du projet. On leur a fait jouer au jeu. Et puis après, le partenariat s'est créé comme ça assez naturellement. On avait rencontré d'autres distributeurs pendant le festival et puis on a choisi d'aller vers BlackRock en partie parce que il y a eu un truc, pareil, ça a l'air un peu cheesy, mais assez chouette en termes de relations humaines. Ça Oui, s'est bien c'est passé. ce qui Ils est ont été important. assez emballés par District Noir. Ils ont été super sympas. On a passé un bon moment. Enfin, ils étaient un bon moment, parce que j'étais pas présent directement. Donc il y avait vraiment ce truc de, allez, ça va être chouette. On va faire ça parce que on va y prendre du plaisir, quoi. Bah oui, oui, mais je pense que c'est important. Alors c'est ce qu'on dit dans le monde du jeu, que je connais moi en tant que spectateur, on va dire, mais qui a l'air d'avoir une bonne ambiance entre tout le monde. Et je pense que tu as raison de dire que c'est important, l'humain, de la relation, et puis... Ouais, ils sont peu ouf, ouais. ouais. En fait, tu passes tellement de temps avec ces gens, là, le distributeur, bah, avec BlackRock, on s'appelle régulièrement pour faire des points, pour gérer des éléments qui peuvent être un peu sensibles quand même, parce que bah, c'est eux qui nous payent d'une certaine manière. Oui, C'est eux qui vendent les jeux, donc il faut que tout le monde se sente bien et soit heureux dans cette relation, heureux et heureuse. Et puis bah c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, on les voit sur les festivals, on se rencontre. Et donc bah il y a une dimension de si jamais ça se passe mal, c'est horrible quoi. Et à l'inverse, quand ça se passe bien, bah c'est trop cool. Je sais que là quand on était à Cannes, bah on n'était pas très très loin du stand de BlackRock. On était hyper content de passer les voir, de leur faire des petites blagues. Et puis ça a fait aussi des choses on peut les aider à arranger un peu des trucs, ils peuvent nous dépanner sur, c'est pas un vrai exemple, mais t'arrives sur le stand et ah merde, t'as oublié le scotch double face et t'en as besoin pour mettre un panneau. Bah je sais qu'on va aller voir BlackRock et qu'ils vont nous dépanner. Bon, je suis certain que si on allait voir Yellow, Asmodee ou Gigamic, oui, oui, oui. ils nous dépanneraient tout pareil, parce qu'ils sont chouettes, mais il y a un truc un peu de bonne relation qui est toujours agréable. Et District Noir, il est accessible sur BGA. Tout à fait. Ça veut dire que BGA, vous avez de l'argent qui vous est reversé? Alors là, le jeu est pas en premium, donc pour l'instant, non. Ah oui, c'est que les premiums que vous recevez? Il est encore en bêta. En fait, BGA a un système qui est assez bien fait. Bah, vont être rémunérés que les jeux en premium, parce que les jeux pas en premium ne rapportent pas directement de l'argent. Oui. Mais pour les jeux en premium, en fait, BGA va calculer la part de l'abonnement, et je sais pas de combien elle est, il faudrait que j'arrive à attraper cette information un jour, je pense elle est connue, hein, mais la part des abonnements qu'elle reverse aux maisons d'édition, en calculant au prorata du temps joué sur les jeux. D'accord. Donc si toi tu as un compte BGA et que tu joues 100% que à Carcassonne, bah, tout l'argent de ton abonnement va à Carcassonne. Va à Carcassonne. Ok, c'est proratisé, quoi. Si tu joues 50% à Carcassonne, 50% à Seven Wonders, bah, ça va être partagé 50-50. Et à partir de là, bah, c'est la maison d'édition qui touche l'argent et qui le reverse en fonction de contrats auprès de ses auteurs, de ses autrices et éventuellement de la personne qui a développé le jeu aussi. Si je te dis pas de bêtises, tu vois, je sais que nous sur Draftosaurus qui est en premium avec la team Kaedama, Oui. je crois, alors faut pas le prendre pour argent comptant parce que j'en suis pas sûr à 100%. Alors il est premium parce qu'on a la petite étoile là qui apparaît. Tout à fait. L'argent qui est géré par Draftosaurus est partagé en 3 parties. Une partie pour Ankama, une partie pour nous et une partie pour la personne qui a développé le jeu. Et en toute transparence, je crois qu'on est à un tiers, un tiers, un tiers. Ouais, c'est bien. Moi, ce que je négocie et ce qui est négocié généralement, en tout cas ce qu'on m'a appris à négocier auprès de mes pairs qui étaient plus installés quand je suis arrivé, c'est que sur Board Game Arena, on s'attend à une plus grosse part pour les auteurs et les autrices, parce que bah, en fait, le développement pour la maison d'édition est plus léger. Donc là où le fait qu'on soit payé un tout petit pourcentage est en partie lié au fait que le développement d'un jeu en termes de coût, et puis bah, le coût de la production est élevé, bah, mettre Draftosaurus sur BGA c'était moins cher, et donc on a généralement un plus gros pourcentage, un beaucoup plus gros pourcentage que ce qu'on peut toucher sur les ventes d'un jeu. Je crois que c'est ce que parlait, si je dis pas de bêtises, Bruno Catala dans un canapé d'un monde de jeu, où il avait parlé justement des droits d'auteur. Il parlait justement de cette partie où il comprend qu'une maison d'édition, c'est elle qui avance l'argent. Non, un distributeur, c'est lui qui avance l'argent, et la maison d'édition, c'est eux qui avance l'argent, et donc l'auteur, il a qu'un pourcentage faible, entre guillemets, quelques pourcents. Ouais. Alors que bah, pour la partie numérique, tu peux jouer des dizaines et des centaines de parties. Tu regardes un peu tes stats, toi, à titre perso, sur BGA. Alors, je parle pas en tant que joueur, mais vous avez accès à des, je sais pas, les parties d'Infrosurus, combien qu'il y en a eu de jouer, etc. Ou pour l'instant, C'est public, même si tu scrolles, à mon avis, Ouais. tu dois l'avoir quelque part. Là, tu vois, 679 000. Ouais. Allez! Ça, par contre, ouais, ça doit être fou, non? C'est incroyable. Ouais, en termes de sensations, c'est complètement fou de voir les gens jouer, de se dire que ça marche autant, qu'il y a du monde qui joue à tes jeux. Après, d'une manière générale, que ça soit dans la vraie vie ou sur BGA. Ouais, rien qu'un 88 000 déjà sur District Noir.
Tu vois, je peux te dire combien j'ai vendu d'exemplaires pour chacun de mes jeux, je le sais pratiquement à l'exemplaire près, sous couvert qu'on soit pas trop longtemps après un relevé de droit d'auteur. Mais je sais pas combien de parties ont été faites, tu vois, j'en ai vraiment aucune idée. Oui. Donc c'est moins grisant, alors que là, aller voir et se dire, wow, il y a presque 700 000 parties qui ont été effectuées. J'espère que les gens en font pas toujours qu'une. C'est assez fou, quoi. Ouais, j'imagine. Et puis, par contre, est-ce que vous avez des stats, alors je dérive un peu, mais je sais pas, le nombre de victoires, c'est par rapport à l'équilibrage des jeux, où c'est très compliqué en fonction des jeux. Est-ce que tu travailles dessus sur tes jeux, de voir les stats? Est-ce que tu as accès à des stats Ça peut se récupérer, ouais. Alors, je crois qu'on n'y a pas accès facilement, faut passer par un panneau administrateur Et ouais, il faut que vous ayez accès, vous. Hein. c'est ça, par défaut, on n'y a pas accès, mais je sais qu'on avait pu récupérer des infos, ce qui permet de se dire, tu vois, sur Draftosaurus, on saurait, je sais pas quel pourcentage c'est quoi l'enclos qui rapporte le plus de points en moyenne, Oui, voilà, c'est ça. c'est quoi la part des T-Rex dans les points de victoire. Hein. Tout ça, ça peut se récupérer, c'est assez bien foutu sur ça. Il y a même accès à certaines infos en fin de partie. Oui, dans les détails. Sur Roi, il y a les détails et tu peux cliquer sur genre plus de statistiques et ça te donne un peu des infos sur ah ok bah tiens ça s'est passé comme ça. Généralement les gens ils gagnent avec tant de sports à tel moment. La victoire moyenne elle est à tant de points de victoire. Et moi j'adore les stats, je sais pas exactement pourquoi mais j'aime vraiment très très fort. On fait dire ce qu'on veut un peu aux chiffres, mais les stats, quand tu les tripatouilles dans tous les sens, tu peux commencer à te dire, comme tu disais, par Draftrosaurus, où il y a des histoires de dragons. De dinosaures, excuse-moi, Ouais. de commencer, comme tu disais, est-ce que le T-Rex il fait pas trop de points, est-ce qu'il faudrait peut-être en mettre un de plus dans la pioche, voilà, c'est ce genre de truc que tu peux t'amuser avec les stats à essayer de voir. Ça c'est agréable mais en même temps ça arrive trop tard tu vois. Là on peut Oui, pas se oui. dire si on se rend compte que dans les stats l'enclos des différents il est trop fort, on va pas nerfer le jeu, on peut pas le. Mais par contre, pour une éventuelle Draftrosaurus, il y a une extension là, comment il s'appelle, Marina? Non, c'est pas ça. Ouais il y en a deux, Marina et Ariel Shaw. Et donc là, c'est peut-être là aussi que tu peux dire que l'extension va limiter ou temporiser. Mais c'est ce que fait déjà un éditeur de jeu, même dans l'absolu, quand il s'en rend compte après avoir sorti le jeu, hors Board Game Arena, je pense. Ouais, tout à fait, ouais. Tu vois, Draftosaurus, c'est un jeu qui date pas encore, mais peut-être que dans 10 ans, on fera une édition 10e anniversaire, ou je sais pas, peut-être qu'à un moment, Okama arrêtera de l'éditer et on le rééditera chez quelqu'un. Oui, en changeant trois quatre choses, quoi. Et ça permettrait de nous dire, bah tiens, là, ça sera plus ok de changer des petits trucs. Super, bon, on va dériver sur Board Game Arena, mais c'est toujours intéressant. Ouais. Si on revient à Spiral, tu m'as parlé d'un deuxième jeu, parce que pour l'instant, officiellement, vous en avez qu'un. Tout à fait. Alors, le but, c'est pas d'avoir une exclue, machin, c'est juste de dire, là, vous avez combien de jeux en parallèle? On en a un autre de District Noir, on en a que deux. D'accord, ok. Et donc là, le deuxième, c'est une sortie pour quand? On sait pas encore trop. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut pas se presser. D'accord. Il y a vraiment un truc de. Comme District Noir fonctionne bien, et comme on a le sentiment que éditer et développer un jeu, ça prend du temps et qu'on veut bien le faire, on prend le temps nécessaire. Donc on n'a pas de date de sortie. Une fenêtre un peu dans notre tête, mais elle est même très très large. Mais on n'a pas de date de sortie à l'heure actuelle parce on veut vraiment prendre le temps pour que ça soit bien fait. Est-ce que tu veux en parler un peu du jeu ou pour l'instant tout est secret au sens quel type de jeu non? Comme tu veux. Pour l'instant, c'est plutôt secret, mais Bon bah alors on va rien dire alors, c'est très bien. on devrait pas tarder à annoncer quelques petits trucs, j'espère. On attend pareil que ça soit le bon moment parce que ça serait dommage de teaser et d'annoncer les trucs si ça sort au milieu de l'année prochaine, ça sera un peu tôt Oui, non mais on est d'accord. donc on attend de régler quelques trucs. Et, parce qu'on va arriver à la fin de l'interview, toi, à titre perso, alors attends, j'essaie de retrouver ton Twitter, mais je l'ai perdu, on va le retrouver. T'as des sorties en cours là? T'as ton jeu de rôle qui est parti en... Ouais, qui était en financement participatif et qui s'est terminé là il y a quelques semaines. Il faut encore que je finisse d'écrire mon dernier scénario, donc j'ai encore un peu de taf. Mais le projet a bien fonctionné et puis j'ai quelques sorties qui doivent arriver cette année. Je suis un peu perdu, c'est moins facile qu'avant de bien les connaître parce qu'il y a vraiment une dimension de plus en plus, les sorties sont un peu décalées, on sait jamais trop. Le Covid et puis les aléas de production ont un peu bouleversé tout ça. Est-ce que si je peux me permettre, est-ce que tu veux dire, je simplifie, qu'en 2018-2019, quand on te disait c'était mars 2019, en gros ça bougeait pas, Ouais. alors que là on va te dire mars 2023, puis en fait ça va être juillet, puis en fait ça revient en mai, et puis ça repart en juin, c'est un peu ça ce que tu veux dire? Ouais, ça ressemble plus à ça en ce moment, ouais. D'accord. Et alors c'est rare que ça revienne en arrière, mais souvent c'est Oui. moi là où je l'ai vécu le plus, c'est avec The Loop, où on devait sortir en septembre, et puis après on devait sortir fin septembre, puis début octobre, puis fin octobre, et puis on est sorti début novembre, voire mi-novembre. Parce que en fait il y avait tellement de décalage, c'était tellement de bazar sur la gestion des transports que ça a un peu tout décalé. Oui, puis il est sorti en 2020 en plus. Ouais, donc là c'était vraiment au cœur du moment où c'était le bazar, mais le bazar est pas complètement fini encore. Il y a encore
il y a encore un peu des stigmates de tout ça et c'est toujours un peu moins facile que ce que ça l'était en 2018. Super, donc on continue à suivre pour avoir les prochains jeux de Théo Rivière. C'est ça, mais il y a quand même des trucs qui devraient arriver, des choses qui sont annoncées, donc généralement quand les éditeurs annoncent une date, on est presque sûr. Et je pense que mes prochaines sorties qui doivent arriver vite, il y a Fucking Dilemme chez Lumberjack, D'accord. avec Corentin Lebras qui est un jeu de dilemme débile. C'est un peu notre volonté de se dire qu'est-ce qu'on ferait sinon on devait aller dans cette gamme de jeux, vraiment un jeu d'ambiance assez crétin, un peu blanc manger coco, etc. quoi. Et donc ça faisait c'est le premier proto qu'on a fait avec Corentin, je crois, ou le deuxième. Je reviens juste sur ta page Wikipédia, justement, parce que tu es un des auteurs. Alors, je pense que ça se développe de plus en plus en France, mais pas tous. Mais tu es beaucoup co-auteur. Ouais, tout à fait, j'adore ça, ouais. Voilà, c'est ce que disent certains. Alors, je sais plus si c'est toi ou d'autres auteurs, j'ai entendu, mais que vous répondez, entre guillemets, il y en a un qui bloque sur un truc, il y a le deuxième qui travaille dans son coin, qui débloque le truc de l'autre, etc. Les gens qui disent ça, ils trouvent ça hyper intéressant. Donc là, on parle avec un de tes copains de la team Kadama. Ouais, tout à fait. Je t'ai coupé, vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète. Donc on a ça qui arrive tous les deux et on est content que ça arrive. Ça a mis très longtemps à sortir. Ça a été signé chez deux éditeurs différents. Ça a été un peu le bazar, un projet un peu complexe. Mais là, je suis très content que ça arrive chez Lumberjack, qui a fait un très chouette boulot éditorial en plus. Donc je suis pressé. Ça devrait plus trop tarder là, à mon avis. Ça va être pour cet été, quoi. Et dans les deux autres où je suis assez sûr des dates de sortie, on a avec ces deux jeux avec Maxime Rambourg cette fois-ci. Donc là encore du co-autorat. On a un jeu qui s'appelle Ah, celui que tu as fait, le co-auteur de The Loop, quand même. de The Loop, entre autres, ouais, tout à fait. On a un jeu qui s'appelle Fluffy Valley, qui est un jeu pour enfants chez Loki, donc la maison d'édition pour enfants de Yellow, qui est un jeu coopératif, une sorte de placement d'ouvriers coopératif, même si c'est à partir de 7 ans, donc on n'est pas sur du gros placement d'ouvriers, enfants. même à partir de 6, je crois. Où on incarne des chiens de prairie, et on essaie de tout préparer notre petit nid pour qu'on soit bien confortable pour l'hiver, et donc on doit récupérer des ressources, construire des choses. Ah, excellent. Et avec une boîte et des figurines qui sont absolument trop mignonnes. Je suis très très pressé que ça arrive. Et toujours avec Max, on a annoncé il n'y a pas très très longtemps, enfin l'éditeur a annoncé, puisque c'est eux qui sont aux commandes de ce genre de choses, un jeu pour deux chez Mandu Game qui s'appelle Dracula versus Van Helsing, qui est dans la suite plutôt de gamme de Jekyll versus Hyde. Ah oui, ça t'en a parlé, je crois, sur Twitter, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. La couverture a été révélée il y a... Ah, c'est celle qui était qui est hyper comment ça s'appelle c'est un visuel fort, hein. Ouais, tout à fait. C'est Weberson Santiago qui illustre et c'est effectivement très très joli. Il y a un truc vraiment très fort, je trouve, dans ce qu'il a fait. Je te rejoins. Comme par hasard, je vais pas la retrouver. Ah, je tweete un peu trop. Non, mais moi ça me va, mais bon, bref. Continue. Si je la retrouve, on s'arrêtera. Et donc ouais, un jeu à deux asymétrique. Il y a une personne qui joue Dracula et une autre. Ah là, c'est ça? Et ouais, tout à fait. Une personne qui joue Van Helsing et on est sur de l'affrontement, sur un petit jeu de cartes. Et je suis très très pressé que ça arrive aussi. Mandou a fait un boulot. Cette couve, je la trouve. Après, je suis très très client de Weberson Santiago, mais cette couve, je la trouve absolument merveilleuse. Donc je suis très pressé que ça arrive. Et ben c'est cool. Et puis vous avez là actuellement le Dead Cell là? Ouais, qui commence sa campagne Kickstarter dans quelques jours, 21 pour être exact, puisque au moment où on enregistre, mais la campagne commence le 16 mai. Et ça, c'est un énorme bébé. On bosse dessus depuis 4 ans, beaucoup de développement, beaucoup de choses à faire, un jeu assez généreux dans ce qu'il propose en termes de contenu, donc forcément assez monstrueux en termes de développement. Mais on est Est-ce qu'on va pouvoir regarder dessus? hyper pressé que ça arrive. La page Kickstarter, elle est créée ou pas? Il y a juste le petit bouton. Ouais, il y a ouais, ok. Bah, inscrivez-vous, hein. Les gens, vous pouvez vous inscrire, vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est juste que vous recevrez un petit message pour dire pour avoir la date, etc. et des infos qui vont venir. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas en plus parce que nous, ça nous soutient indirectement puisque Kickstarter aime bien les projets, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur ce petit bouton de prévenir du lancement. Et donc au moment où ça se lance, s'il y a beaucoup de gens, on sera potentiellement un peu plus mis en avant par Kickstarter. Oui, parce que sur Kickstarter, sur la page d'accueil, ils mettent en avant des projets qui peuvent être plein de sujets différents. Je ne sais pas sur quoi ce qu'il y a là, mais ce que je passe trop vite, mais voilà. Et on peut imaginer que vous soyez justement dans la première page qui va vous aider pour... C'est ça, mine de rien, on espère parce que il y a beaucoup d'enjeux sur ce projet, beaucoup de temps consacré par tout le monde, donc on espère que ça va bien se passer. Et bah c'est cool. Et bah je te remercie Théo. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à Spiral ou est-ce que c'était l'original?
Bah non, on va continuer de faire de notre mieux et puis d'essayer de vous proposer des chouettes jeux. En tout cas, on s'amuse beaucoup et on a à cœur de bien faire, donc j'espère que nos jeux trouveront leur public et que les joueurs et les joueuses s'amuseront. C'est vraiment notre objectif premier. Eh ben, je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. Voilà, c'était la création d'une maison d'édition par un auteur de jeu, un exemple des coulisses du monde des jeux société. Donc, suivez les jeux de Théo Rivière, il est un peu sur tous les réseaux, je ne sais plus où est la page, là, voilà. Il y a du Twitch, du Instagram, du Facebook, du Twitter, et c'est intéressant à suivre, puisque en fait, on apprend toujours plein de choses. Je te remercie Théo. Avec grand plaisir, merci à toi et puis à bientôt.